Donc le talk s'appelle du Redis, du clé valeur au multimodèle, mais en fait j'avais déjà fait cette presse au JUG ici, donc voilà, à Niort. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui je vais parler de ça effectivement, mais au lieu de faire une presse avec beaucoup de slides, je vais faire pratiquement qu'une démonstration qui s'appuie sur des choses, comme ça pourra... ça va, pour ceux qui ont déjà vu plus ou moins la présentation, ça va changer. Pour les autres, le contenu sera le même. Donc je suis Tuc Dual. Alors ça fait sur les 11 éditions, j'ai dû venir 8 fois, j'ai dû parler 7 fois, je ne sais plus, donc je suis un habitué du coin. Et donc sur les 11 éditions, j'ai fait pas mal de boîtes. En fait. Je suis venu avec Exo, Couchbase, Mongo, Mapper, Red Hat et Redis. Et par rapport à la keynote de ce matin, je fais également de la côté relation développeur. Et la façon dont on va faire le loopback, il est un peu différent parce que la société est beaucoup plus petite en fait, et que le projet est open source, donc on a même la possibilité nous-mêmes de contribuer, et notamment sur la partie client, les clients Java, GD Search, GD Graph, etc. J'essaye de contribuer le plus possible. Voilà. Donc Redis, qui fait du Redis? D'accord. Donc Redis, c'est une base de données en mémoire qui a été développée en 2009 par Salvatore Sanfilippo en Tirez sur GitHub, sur Twitter. Et initialement, en fait, c'était quelqu'un qui bossait en freelance dans une grosse boîte de telco en Italie. Il avait besoin d'un référentiel partagé entre plein d'applications, un dictionnaire de services, un dictionnaire de données. Et il trouvait pas ce qui lui plaisait, donc il a créé sa base et il a augmenté au fur et à mesure les fonctionnalités. C'est devenu un projet open source très actif et très très utilisé. Et les points qui sont importants, en fait, c'est que c'est une base en mémoire, ça veut dire que c'est orienté performance, en gros, c'est ça, c'est orienté performance, mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas stocké sur disque. C'est important, ça. Vous pouvez choisir de stocker l'information également sur disque. Mais comme toutes les bases de données, de toute façon, toutes les bases de données vous servent la donnée depuis la mémoire. C'est fou, là, pas sur disque, on la met dans la mémoire et on répond. Ce que veut dire in-memory, ça veut dire que ça va toujours rester en mémoire, ça va sauver sur disque, mais il n'y aura pas plus d'espace de données, il n'y aura pas plus de données que d'espace mémoire. Par défaut, c'est le comportement de Redis. Si vous avez taillé la base de données pour faire 100 gigas, il vous faut 100 gigas de mémoire. Là où une base normale avec du disque, vous pouvez avoir 30 gigas de mémoire et 100 gigas de données. Il va passer son temps à swapper, à échanger les données. Redis ne fait pas ça, pour garantir une latence qui va être constante. Après, les use cases, ça va dépendre de votre imagination, de la façon dont vous utilisez les différentes structures de données qu'il y a au sein de Redis. Et on va voir ça dans une seconde. Et donc moi, je suis salarié d'une société qui s'appelle Redis Labs, qui est contributeur évidemment sur Redis, et dont le métier est de fournir du Redis pour l'entreprise, en dehors de continuer le développement, de suivre le développement, etc., qui existe depuis 2011, mais qui n'a pas été créé par Salvatore, en fait. Il y a beaucoup de projets open source, par MongoDB, ça avait été créé par les MongoDB, la société a été créée par les créateurs de MongoDB. Là, c'est plus deux ingénieurs qui avaient déjà créé une société autour du cloud, qui voulaient fournir Redis en tant que service manager. Et en 2011, ils ont créé cette société-là qui fournissait Redis sur le cloud. Et en 2015, Salvatore a rejoint Redis Labs. Et il fait partie du bureau du CTO, il contribue à l'architecture, etc. Il passe moins de temps sur Redis le cœur actuellement, il a d'autres projets en tête. Et le contributeur principal sur Redis.io, le Redis Open Source, c'est un ensemble de gens. Il y a plein de gens, ce ne sont pas que des gens de Redis Labs. Et donc, la particularité de Redis, pour tous les gens qui font du relationnel, on le fait tous, le modèle de données est identique d'une base à l'autre. La façon dont vous modélisez, vous requêtez les bases de données, c'est identique d'une base à l'autre. Quand vous avez écrit la table employé département classique d'Oracle, vous prenez à peu près les mêmes requêtes à un point virgule près, vont tourner sur toutes les bases. La modélisation et le comportement de la base va être identique. Sur les bases NoSQL, il y a un modèle en tête, il y a une structure, les bases documents, les bases clés valeurs, les bases graphes, etc.
et une représentation et un moteur de requête et un langage de programmation qui va être différent en fonction des bases. La particularité de Redis, c'est d'avoir choisi un modèle qu'on appelle clé-valeur, une clé et des valeurs qui sont derrière. Et valeur ne veut pas dire une simple chaîne de caractères. Dans Redis, vous avez 10 types de données qui sont out of the box, qui sont quand vous installez le produit, les chaînes, les listes, les sets triés, les hashes, donc et d'autres qui vont répondre à des besoins particuliers. Par exemple, une liste, on voit bien à quoi ça peut servir, on veut structurer. Un set, on va pouvoir modifier les valeurs à n'importe quel endroit. Un set trié, on va pouvoir utiliser ça par exemple pour faire un cas d'usage très classique dans Redis, ça va être les leaderboards de gaming ou des produits les plus vendus. On fait une liste qui va être un set qui va être trié. Dans les structures qui sont les plus utilisées dans les applications comme ça pour les gens qui commencent avec Redis, ce sont les chaînes, les strings et les hashes. Les hashes, c'est la structure en bleu foncé qui est à gauche. Vous allez avoir la clé qui va représenter utilisateur numéro 1 et après nom, prénom, date de naissance, etc. Et à partir de là, vous allez pouvoir manipuler vos informations. Ça, c'est le cœur de Redis. Et au-dessus de ça, on a créé plein de choses pour réussir à développer des applications de plus en plus riches. Et ne pas être limité à un cas d'usage que vous imaginez, oh, je n'ai qu'une base clé valeur. Donc, je vais remettre mon masque pour utiliser ce micro-là et je vais passer sur la démo. Des questions en attendant? Donc, vous m'entendez bien ou pas? C'est bon? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une application où je montre plusieurs étapes pour moderniser une application, donc passer d'un clé-valeur à du multimodèle dans Redis. Et le premier cas d'usage, et tout est sur GitHub en fait. Bien. Ah, c'est bon, la démo tourne en local. Mais... je prends juste une seconde. C'est bon. Donc, ce que j'ai en fait, c'est que j'ai plusieurs VM. J'ai appelé microservices. Pourquoi? Parce que je fais tourner Redis dans un réseau. Et après, j'ai une base de données MySQL. J'ai plusieurs services Java que je vais vous expliquer. Et un service de notification Node.js et un front-end en Vue.js. Et tout se fait à partir du front-end. J'utilise également un produit qui s'appelle Redis Insight. Redis Insight, c'est une interface graphique que vous pouvez utiliser sur Redis pour vous connecter à une base Redis, quelle que soit la base. C'est-à-dire si vous voulez utiliser Redis Enterprise, Redis Open Source, AWS Elasticache, vous prenez ça, vous téléchargez. Alors Redis Insight n'est pas open source, mais vous permet d'utiliser comme vous voulez. Donc je me suis déjà connecté à une base, et vous voyez, je vais avoir des stats. Alors, mon application est très active. Et notamment, je peux naviguer dans mes clés. C'est-à-dire que je peux interroger le système. Je n'ai pas de clé actuellement dans mon application. Et j'ai la petite ligne de commande qu'on utilise d'habitude, que je peux également utiliser depuis ici. Donc, je n'ai pas nécessairement besoin d'aller lancer la ligne de commande dans un terminal. L'avantage, c'est que ça me permet de tout faire d'ici. Et donc, le premier cas d'usage qu'on va avoir avec Redis, c'est souvent un cache au-dessus des données. Un cache de configuration ou au-dessus d'une base de données, au-dessus des web services. Donc, dans mon application, ici, j'ai une base de données MySQL qui contient des informations sur des films et des acteurs. Dans cette application, j'appelle un web service, ici. Alors, ça tombe bien, avec ma connexion, c'est très lent, donc mon cache, il va avoir encore plus de valeur. C'est que j'appelle une API qui s'appelle OMDB, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, ça va aller chercher sur IMDB, Rotten Tomatoes, Metacritic, etc., le sondage, les notes, le rating du film. Donc pour ça, j'ai besoin de configurer une clé, la clé de mon API. Où est-ce que je la mets? Je
pourrais la mettre dans des fichiers de configuration. Bah, pourquoi pas la mettre dans une base Redis qui va être centralisée pour tous les services qui vont avoir besoin de cette clé. C'est mon choix, l'architecture, sur ce cas-là. Quand vous m'avez déjà entendu, je vais refaire la blague que je fais à chaque fois, c'est quand on a un marteau, on voit des clous partout. Donc, moi, je mets tout dans la base. Donc, j'ai un petit back-office ici qui va me permettre de configurer des choses. Donc, je vais configurer ma clé. Je la sauve. Ce qui me permet maintenant d'aller sur toujours sur mon film. Là, ça va appeler le service et ça a pris 1 seconde et demie. Je rafraîchis, je rappelle le web service. Ça prend du temps. Je rappelle le web service, ça prend du temps. J'active le cache. Ça va prendre du temps la première fois parce que ça va mettre la donnée dans le cache. Et après, bah, c'est transparent. L'architecture qui est utilisée là, elle est relativement simple. Hein. C'est juste, j'ai mon application Vue.js qui accède à une application Spring pour appeler un web service qui appelle le web service. Bah, au lieu de passer par là, j'ai stocké ça dans Redis et j'appelle mon Redis. Si je reviens sur dans Redis Insight, vous voyez, j'ai ma configuration. J'utilise un hash. Je pourrais imaginer de rajouter des configurations. Quel est l'environnement? C'est la prod. Ce qui est bien quand on fait mon métier, c'est que la prod, c'est toujours sur son... C'est très simple à mettre en prod. Et là, j'ai le cache lui-même. C'est-à-dire que là, j'ai appelé mon web service et j'ai stocké la valeur. Et vous voyez ici, il y a un TTL, c'est-à-dire qu'il y a le time to leave qui va automatiquement, dans mon application, j'ai dit au bout de 120 secondes, t'effaces la donnée. Parce que j'estime que c'était bon par rapport à mon métier. Quand on a un cache, il y a plein de stratégies. Le plus compliqué, c'est comment on met à jour la donnée, comment on fait l'éviction, comment on invalide les données du cache. C'est ça le plus compliqué. Pour montrer que j'utilise bien le cache, hein, je vais juste changer la valeur. Bon, vous l'avez vu sur les performances, là, parce que le réseau est lent. J'ai mis 1 sur 10 au film. Je retourne ici. Je retourne sur mes films. Donc là, on est sur du cas d'usage classique de Redis. Ah, non, j'ai oublié de sauver ou quelque chose. Attends. Ça, c'est rigolo. Il y a un bug. C'est la prod. Attendez, je vais loguer un ticket. Je vais juste vous montrer le code. Le code, il est relativement simple. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à mettre en place tout de suite du Redis sur vos applications si vous savez que vous avez besoin d'économiser des requêtes sur un système, sur un web service, sur un DB2, etc. DB2, vous payez à chaque fois de la CPU sur un mainframe. Les web services, si là j'ai un certain nombre de requêtes qui sont autorisées pour 1 heure, bah là l'avantage c'est que je vais cumuler les mêmes requêtes. Et en plus, dans le cas du rating sur les films, la plupart du temps, je vais pouvoir même cacher ça pendant 24 heures sans aucune difficulté. Donc pour appeler ce service-là, je récupère une connexion dans mon pool de connexion Redis. Si le cache est activé, en fait, quand j'appelle, ici, je dis est-ce que j'utilise ou pas le cache pour appeler. Donc si le cache est activé, ben, je vais chercher dans Redis avec la commande hashgetAll, qui va me donner tous les champs de ma clé qui correspond au film. C'est-à-dire que je lance une commande. Ici, j'ai ma clé qui est là. Et je fais cette commande-là dans mon application. Hash, get all, la clé, et ça me renvoie tout. Si je voulais ramener qu'un seul... Ah, j'ai dû merdouiller quand j'ai sauvé. Je peux ramener qu'un seul champ. Et ça, c'est important parce que quelquefois, vous allez utiliser dans vos hash des très grosses valeurs, une très grande quantité d'informations. Et donc, pour éviter de ramener sur le réseau trop d'informations, vous pouvez avoir la liste. C'est comme un select étoile par rapport à un select de certains champs. Sauf que là, c'est encore plus important parce que généralement, quand vous utilisez Redis, c'est pour garantir une latence qui est la plus petite possible. Donc, chaque petite nanoseconde que vous allez gagner, pour information, sur notre cloud, quand on manage les bases de données, on reçoit des alertes quand la latence sur les opérations dépasse 1 milliseconde. Alors, la latence de la base de données, entre le moment où on reçoit la requête, on va chercher la donnée, on répond à la requête. Ce n'est pas la latence de l'application. Donc là, une configuration dans un hash, du cache,
un pattern qui est relativement simple. Donc c'est du cache-side, on le récupère, on sauve dedans, après on accède à cette information-là, ça va être invalidé, je vais rappeler mon service, je remets dans le cache. Parmi les structures de données que vous allez avoir dans Redis, si on revient sur les slides, j'ai utilisé que le hash pour l'instant. J'aurais pu utiliser mes sessions, les sessions, si vous faites du Spring Boot ou du PHP avec Laravel, etc., vous pouvez stocker vos sessions dans Redis. Ça va utiliser également des hashes. Et là, je vais utiliser une structure qui s'appelle les streams. Qui fait du Kafka, RabbitMQ, du messaging? D'accord. Un besoin fréquent dans les applications, c'est d'envoyer des événements ou des messages. On a quelqu'un qui va envoyer des événements et des messages et après de les consommer. Alors ça peut être entre microservices, ça peut être juste parce qu'on veut avoir un système où on va garder des informations pour pouvoir les consommer pour plusieurs choses. Donc faire une architecture orientée streaming ou messaging. Et en fait, dans Redis, il existe la notion de stream qui va être l'équivalent, d'un point de vue applicatif, architecture applicative, l'équivalent d'un topic Kafka. Dans l'implémentation à l'intérieur, ça va être différent. Mais vous allez avoir la possibilité d'envoyer un message, le stocker aussi longtemps que vous voulez, et après avoir plusieurs consommateurs, plusieurs groupes de consommateurs, c'est-à-dire plusieurs services applicatifs différents, plusieurs applications différentes qui vont le consommer. Donc c'est important dans le contexte d'architecture microservice, c'est important dans le contexte d'applications qui sont orientées événements. Et là, mon besoin, c'est de dire, j'ai mon application, j'ai une application traditionnelle qui est dans MySQL, alors j'ai pas la flèche qui va de là jusqu'à Vue.js, j'ai un autre service REST ici qui communique avec la base MySQL, mais j'aimerais pouvoir moderniser mon application. Et souvent, un des problèmes qu'on a quand on modernise notre application, c'est on est sur un système où cette base de données, il faut que je parle au DBA, j'ai envie de rajouter, par exemple, sur mon catalogue produit, alors mon catalogue de films, on va dire que c'est mon catalogue produit, je voudrais pouvoir rajouter un système de recherche full text. Je voudrais pouvoir faire des recherches plus compliquées, ou alors inventer un système de commentaires à un produit et laisser les utilisateurs commenter sur mon site web. Alors, effectivement, je peux le faire dans la base relationnelle, mais ça peut être coûteux, ça peut être compliqué. La base de données est déjà, je ne sais pas exactement si mon service va bien évoluer. Je veux faire du vrai agile. Ce que j'appelle le vrai agile, c'est si ça marche, on garde. Si ça ne marche pas, on décommissionne, on supprime la base de données, on change le modèle au fur et à mesure des releases. Donc on va très très vite sur le déploiement. Généralement, quand on va travailler sur la base de prod en relationnel, on va avoir du mal à changer le modèle, on va avoir du mal à dire maintenant on supprime tout. Je sais combien de tables vous avez drop. Moi, ça fait 25 ans que je bosse. Quand je faisais du consulting, c'était très rare que les gens suppriment du code ou suppriment des tables. On ne va pas me dire que les besoins métiers n'ont pas évolué à un tel point qu'il ne faut pas supprimer du code et supprimer des tables. Et l'avantage de faire une approche microservice, ce n'est pas uniquement ce côté déploiement dynamique assez rapide, mais c'est aussi le fait qu'on peut dire ce service ne marche pas, je le décommissionne, je le réécris sur une autre version, je change le modèle de données, etc. Donc là, le besoin, c'est que j'ai besoin de prendre ma base MySQL, les données, et au lieu de les lier directement à mon moteur de recherche, parce que là, mon besoin, ça va être de dire je vais utiliser un moteur d'indexation pour faire de la recherche, je ne vais pas l'envoyer directement dans la base de données ou l'index, je vais d'abord l'envoyer sur un système d'événements, et au fur et à mesure de mes besoins applicatifs, je vais consommer ces événements. Donc chaque transaction de la base de données doit être envoyée sur un message, c'est-à-dire que ça doit être envoyé sur un stream. Il y a le concept de CDC, de Change Data Capture, que vous connaissez peut-être. Et pour ça, en fait, moi, j'ai utilisé Debezium, qui est un produit open source qui est sponsorisé par Red Hat, en fait, qui permet de s'abonner à des événements des bases de données et d'envoyer ça. Alors, si je regarde voilà, vous avez les différents connecteurs. Donc, vous allez pouvoir connecter à MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server, Cassandra et recevoir tous les événements, toutes les transactions sous forme d'événements. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fait ça et au lieu de poster par défaut, ça poste sur Kafka, j'ai posté sur Redis. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais activer mon service ici, là, ce service-là, pardon, qui va prendre toutes les transactions de base MySQL, les mettre sur un stream, capturer tous les événements. Donc on va aller activer ça. Je vais dans mon back-office. Je commence le service. Hop. Donc là, ce qui se passe, c'est que ça a démarré le programme Java. Le programme Java qui démarre ça, c'est juste un serveur Debezium que j'ai embarqué
du Spring Boot. Si je regarde DB to stream, je ne rentre pas dans le détail de tout le code. Ce n'est pas une session live coding, c'est plus une session architecture applicative. Si je regarde ici le listener, ici, je démarre Debezium, c'est juste l'API, et chaque fois qu'il va recevoir un événement, alors j'ai configuré Debezium pour lui dire quel connecteur tu utilises, etc. Et il va aller appeler cette méthode, et cette méthode va recevoir des événements et des messages, et les messages ont cette structure. C'est-à-dire que si je vais dans mon projet, ici, ça ressemble à ça, un message. Quand vous avez un insert, la structure ressemble à ça. Vous allez avoir le numéro de l'acteur, le nom, prénom, la structure source. Parce que moi, j'ai choisi de garder toutes les informations du message. On ne sait jamais, je peux en avoir besoin. Et donc ça, je le poste sur un stream. Je vais utiliser encore Redis Insight. J'ai la possibilité ici de voir, donc j'ai des nouvelles clés qui se sont rajoutées. C'est-à-dire que si je refais, si je retourne ici dans mon browser, je fais étoile. Ah, on ne voit plus les streams. Bon. Je viens de le mettre à jour, donc il y a peut-être eu un changement dans le... Donc j'ai ici le stream sur les films. Alors je vais aller voir le stream des acteurs, plutôt. J'ai un certain nombre de champs qui ont été créés dynamiquement. Et vous voyez, en fait, pour chaque événement, est-ce que c'est une création? Quel est l'ID? De quelle base de données ça va? La base de données, il y a la table quelque part. La table est là. Si je modifie... alors là, ce qui est intéressant, c'est que n'importe quelle application existante, vous avez une application legacy qui va venir changer cette application, cette donnée, ça va être automatiquement mis à jour. Je vais essayer de voir si je l'ai toujours. Je vais me connecter avec le client MySQL. Et select étoile from actors. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer le prénom du dernier acteur. Je vais monter un peu pour que tout le monde puisse voir. Update actors. Set actor. Set first name égale Rochelle. Where actor égale 1319. Donc il y a un changement qui a eu lieu, vous voyez, la transaction a eu lieu. Si je vais ici, vous voyez ici, il y a eu l'update qui a été envoyé. Vous avez un message qui a été envoyé, et donc toutes les transactions vont avoir lieu comme ça, vont être envoyées sous forme de message. Alors ce qui est super intéressant maintenant avec ça, c'est que je peux créer des nouveaux services qui vont consommer. Donc pour les gens qui font du Kafka, vous avez l'habitude, hein, vous avez des messages qui sont générés par une application, vous les consommez. Et la différence entre Kafka, Redis Streams et les systèmes de messaging, c'est que là, le log, il peut rester aussi longtemps que vous voulez. Et vous pouvez rajouter des services qui vont venir lire au fur et à mesure. Donc, vous avez un historique qui peut rester. Alors, évidemment, ça prend de la place. Hein. C'est à vous de choisir quelle stratégie de rétention de la donnée que vous voulez. Et donc, moi, je passe à la deuxième étape. Alors, parmi les choses qui sont... ce que je vous ai montré jusqu'ici, là, vous prenez Redis Open Source. Ça marche comme ça. C'est-à-dire que le stream fait partie des structures qui sont au cœur de Redis. Si je vais dans redis.io, si je vais sur les commandes, vous voyez, il y a groupé par type de données. Donc, il va avoir le hash que j'ai utilisé tout à l'heure. Vous allez avoir les set et les get, les strings. Vous allez avoir un get et un set sur les commandes. Vous voyez, get, set, etc. Et vous avez les streams. Et le stream, dans mon application, je fais un xadd. Quelque part dans mon code, il y a un xadd. C'est-à-dire que si je retourne dans mon application ici, que je vais sur mon service, ici, vous voyez, je vous passe toute la création du message, formatage du message. J'envoie la commande xadd avec la clé qui va être l'event, la base de données, la table, l'ID qui est généré automatiquement. Là, ça va être le timestamp plus un compteur, qui pourrait être un timestamp à la milliseconde pour pouvoir envoyer plusieurs messages par milliseconde, et le message. Et le message, dans le contexte de
ReadyStream en Java, c'est une map. Donc maintenant j'ai ces messages, il faut que je les consomme. Et ben, la première consommation que j'ai envie de faire, puisque mon premier besoin dans ce cas-là, c'est en ayant complètement, sans avoir touché à l'application existante, et ça c'est un point qui est super intéressant, c'est que l'application, la seule chose que vous avez demandé, c'est les droits d'accès pour pouvoir que votre application se connecte à cette appli, à cette base. Ben, le premier service que j'ai mis en place, que je veux mettre en place, c'est un moteur d'indexation full text. Parce que vous utilisez, alors là j'utilise MySQL, donc on aurait pu utiliser l'index de texte de MySQL. Je ne sais pas si DB2 sur mainframe a un index full text. On va supposer qu'il ne l'a pas, et que s'il l'a, ça coûte, faut aller voir IBM et faire un chèque. Donc on va prendre un truc qui coûte moins cher, on va aller sur Redis Search. Donc j'active ça. Donc là, j'active une autre partie de mon architecture, un autre service, qui est celui-là. C'est-à-dire que je prends ce qu'il y a sur le stream, je mets dans Redis Search. Alors vous m'entendez parler de Redis Search. Redis Search, c'est quoi? Redis Search, c'est un module au-dessus de Redis. Ce qui s'est passé, c'est que si on revient sur cette slide ici, c'est que vous voyez, on a commencé avec probablement, alors je n'ai pas tout l'historique, je ne me suis pas amusé à aller regarder quelle est l'histoire des types de données dans Redis, mais on peut supposer qu'au début, il n'y en avait pas 10. Par exemple, Redis Streams est arrivé avec Redis 5. Donc au fur et à mesure des besoins, de la communauté, etc., des nouveaux types de données sont arrivés. Nouveau type, c'est une nouvelle structure en données, en mémoire, et ce sont des nouvelles commandes. Bah, plutôt qu'à chaque fois quelqu'un ait une super idée, on va mettre ça dans le cœur, on s'est dit ce cœur-là, il suffit. On va faire un système d'extension où les gens vont pouvoir créer leurs propres commandes et leur propre structure de données, et évidemment utiliser ces structures de données-là en interne. Et donc parmi les besoins, c'est souvent, quand on va travailler avec Redis, c'est que comme c'est une base orientée clé-valeur, ben c'est très rapide d'accéder à la donnée avec la clé. Mais si je reprends mon système de hash de tout à l'heure en disant vous avez tous vos utilisateurs, avec l'ID étant l'email, très mauvaise idée, d'accord, mais l'ID étant l'email. Vous allez voir nom, prénom, date de naissance, ville. Si vous recherchez tous vos utilisateurs qui viennent de La Rochelle, dans Redis cœur comme ça, soit vous scannez toutes les clés, bon, pas super, toutes les clés qui sont user de points, pas super efficaces, soit vous gérez vous-même un index. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un set pour faire un index. C'est-à-dire que vous allez avoir l'index qui contient les villes, et la clé qui va être La Rochelle va contenir toutes les ID, tous les emails des gens qui habitent La Rochelle. Donc c'est pas dur, vous accédez ça, vous lisez ça, hop, effectivement, j'ai l'ID tugdual, je ramène l'utilisateur. C'est ce que fait un index dans une base de données, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Ben, plutôt que de vous demander ça, de faire ça à chaque fois, donc Redis Search a été créé. C'est pour pouvoir vous permettre d'indexer vos données qui sont dans Redis. Et en plus, plutôt que faire un index basique, ben, ça va supporter les options de full text search, donc de faire des index plus riches, des recherches plus riches. Donc, le premier service me permet donc maintenant, pour les données, de prendre le stream et de stocker ça dans Redis sous une forme d'index full text. Maintenant, grâce à cette petite chose, si je regarde mes films, je suis intéressé par tous les films de Star Wars, je ramène cette information-là. Comment je le fais? Ben, je fais ça comme ça, je vais dans Redis Search, j'efface tout, je vais dans les films, je recherche tout ce qui concerne Star. Et ça va me ramener tout ce qui concerne Star Wars, etc. Là, ça va utiliser la partie full text, donc ça va prendre singulier, pluriel, majuscule, etc. Mais je veux tout ce qui est Star Wars, mais qui ne parle pas de Jedi. Donc je retire Jedi. Hop, ça va, hop, c'est très bien. Ça. Ah oui, c'est parce que Star minus Jedi. Donc là, il va me retourner moins de films. Si je veux aller chercher ce qu'il y a dans l'année, je vais utiliser une autre partie de la syntaxe full text. J'arrive pas à là. Alors là, il faut connaître la syntaxe. Il y a un petit peu d'apprentissage à avoir, hein, mais ça va être release year. Et je veux tout ce qui est entre 1970 et 1995.
Et ça va me ramener les films qui sont de cette date-là. Et c'est comme ça que j'ai fait pour utiliser mon service ici, pour pouvoir tout ce qui ne concerne pas Jedi, etc. Ça permet également de faire une recherche, pas une recherche, mais de l'autocomplete. Vous cherchez un film, vous allez avoir directement la partie full text que vous pouvez utiliser, ou l'index que vous pouvez utiliser. Et si je reviens dans ma super application et que je recherche mon copain, il est là. Si je cherche tous les Tony, il a corrigé même. Là, il n'a pas corrigé, mais comme c'est du full text, il associe Tony Y. Alors vous pouvez gérer tous les synonymes, etc. Vous pouvez influencer l'index. Alors pourquoi je fais ça? C'est juste pour... On va faire le système inverse maintenant. Je vais l'appeler Tony. Transaction, mis à jour, et automatiquement, le consommateur va lire. Si je rafraîchis ma requête, normalement, il est arrivé ici. Donc, on est quasiment en temps réel. Ah, ce n'est pas du temps réel au sens, ça n'a pas lieu à la milliseconde, à la nanoseconde, mais d'un point de vue business, ça va être du temps réel. C'est-à-dire qu'on ne gère pas des fusées, d'accord? On gère un catalogue produit et une interaction avec les utilisateurs. Ce n'est pas du trading haute fréquence, etc. De la même façon, donc là, on a vu clé valeur, caching, etc., du streaming. La façon dont on va consommer le stream, ben vous allez avoir la possibilité stream to ready search. Alors, le code est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous avez un stream qui est... là, on en a plusieurs, mais vous avez un stream qui représente les films. Vous allez avoir plusieurs services. Service d'indexation full text, service d'indexation graph, service de je ne sais quoi, de calcul du rating ou je ne sais quoi. Donc, il faut créer ce qu'on appelle un groupe de consommateurs pour dire cette application-là, pour garantir que cette application-là va lire les messages, mais que lui peut les lire même si c'est 6 mois après. Donc, on organise des groupes de consommateurs comme sur Kafka. Un groupe de consommateurs, c'est un service applicatif qui va partager le même processing en parallèle s'il y a besoin, garantir la lecture du message, dire j'ai traité ou j'ai pas traité le message. Donc si on regarde ici, j'aurais pu aller dans IntelliJ, Redis Search. Ça, c'est juste... c'est quand je reçois les messages. Et donc, ici, si le groupe n'existe pas, je crée le groupe. Et ensuite, quelque part, ici, je vais lire, je vais recevoir mes messages en ayant lu par rapport à un certain critère. Ça va être à partir de quel message ID je lis. Est-ce que je veux lire tous les messages depuis le début? Est-ce que je veux lire tous ceux que je n'ai pas déjà lus? Ou que tous les nouveaux messages? On est d'accord que tous les nouveaux messages ou tous ceux que je ne sont pas déjà lus, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que si vous avez 1 million de messages, mon service commence, il va lire soit 1 million de messages, soit 1 million de messages parce qu'il vient juste de commencer, ou que les nouveaux messages. 1 million, il va commencer au 1 million 1. Ou alors il en a déjà lu 500 000, vous l'avez arrêté, il redémarre, vous pouvez lui dire automatiquement de lire là. Et ça, justement, c'est important. Chaque service peut avoir une logique différente. Si c'est un service de notification, de savoir de nouveaux messages, etc., vous allez lire que les nouveaux messages. Si c'est un service qui va utiliser, vous pouvez connecter par exemple ReadyStream à Spark pour faire du machine learning, bah, vous avez intérêt à relire tous les messages parce que plus il y aura de données, plus votre modèle sera bon, etc. Donc cette politique va être en fonction de votre service applicatif que vous allez utiliser. Et la chose très importante, c'est c'est ça. Le X-hack. Ce que vous voulez garantir, c'est de garantir que le message que vous avez reçu a été traité. Ce n'est pas parce que vous l'avez lu que vous l'avez traité, on est d'accord.
vous recevez le message, il faut travailler avec, vous pouvez avoir une erreur dedans. Il faut pouvoir dire, si j'ai une erreur, je le mets de côté et je vais avoir un autre service qui va le prendre. Si je n'ai pas d'erreur, je garantis qu'il a été lu. Donc je commit ou je fais un acknowledgement pour dire ça. Et donc on peut le faire de façon automatique. Donc souvent vous allez avoir, notamment avec Kafka ou même avec un auto-commit, c'est-à-dire que par défaut, un auto-acknowledgement. C'est-à-dire que dès que le message est lu, il envoie ça. Mais selon l'application, ça peut être dangereux en fait. C'est-à-dire que si c'est du machine learning et que vous avez des milliards de messages, si vous en oubliez un, c'est pas grave. Si c'est là, c'est dommage parce que je vais peu perdre du moteur d'indexation de mon index sera pas à jour. Alors c'est pas critique non plus. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut rajouter ce code-là pour gérer les erreurs, s'il y a eu une erreur. Parce que le message va rester de côté en disant quelqu'un va venir le traiter après. Donc, donc le stream. Et de la même façon, en fait, donc vous voyez là, on est beaucoup plus riche que du simple clé-valeur que vous avez imaginé avec Redis. Parce que la chose que je peux faire également, c'est des agrégations. Parce qu'à partir du moment où on a un index et qu'on sait lire très rapidement des données, ben, on peut faire plein de manipulations, et notamment des group by, des tris et des choses comme ça. Donc si je veux rechercher le nombre de films par catégorie, le nombre de films par année, ben, c'est relativement simple. Donc là, je vous montre le résultat, mais la requête. Je vais sur mon index, je vais dans la partie agrégation, et vous voyez, donc là, je fais rechercher sur tous les films. Je vais les grouper par genre, et après, je fais un reduce, donc c'est un pipeline de données. Les agrégations, c'est souvent une première étape, une deuxième étape, une troisième étape, etc. Donc c'est je lis tout, après, je groupe, je fais un compteur et je renvoie le résultat. Si j'exécute cette requête, vous allez avoir ben voilà, les films triés par l'ordre alphabétique de la catégorie. Alors je pourrais imaginer de trier dans l'autre sens. Pas dans l'autre sens, trier par rapport à la somme. Donc la somme, je vais lui dire, je suis intéressé par la somme et je vais le faire en descendant parce que je veux la catégorie avec le plus de films au début. Donc action, comédie, etc. Et je suis intéressé uniquement, alors là je ne sais pas ce qui va se passer, uniquement pour les films qui sont, je voudrais compter le nombre de films pour action et comédie uniquement. Donc je vais mettre un critère ici, genre. Pareil, la syntaxe, ça s'apprend au fur et à mesure. Donc par exemple, si je veux que les drames, hop, il va faire le compteur sur ces drames-là, sur cette catégorie-là. Pourquoi j'arrive voilà. Ou si je veux drame plus action, il va me renvoyer drame et action. Donc, vous voyez, donc là, il y a toute une partie agrégation qui est vraiment intéressante. Dans la partie index, bah, quand vous créez un index, vous allez donner un certain nombre de... Vous créez un schéma pour lui dire comment j'indexe. Ce schéma, vous allez dire c'est du texte, c'est du numérique, c'est trié, c'est pas trié, c'est une donnée géographique, etc. Pour vous donner, vous allez pouvoir trouver tous vos utilisateurs qui sont groupés dans un ensemble de moins de 5 km autour de ce point, par exemple. Et compter le nombre de personnes qui aiment faire du Java ou qui aiment faire du Python. Donc vraiment assez puissant en termes de moteur d'indexation et de requête. Alors c'est pas, vous voyez, je dis plus souvent moteur d'indexation que moteur de recherche, parce qu'en fait, ce qui est important dans la donnée, c'est l'index secondaire par rapport à vos données, et le fait que ça fasse du full text, c'est juste un index, un champ particulier. L'autre partie, ben, ça va être, souvent la problématique avec les bases de données qui sont très optimisées performance comme Redis, c'est comment on fait une jointure entre des acteurs et des films de façon simple. Ce n'est pas une base relationnelle, par contre il y a un modèle qui représente très bien la relation, qui sont les bases de données graphes. Ben, de la même façon, dans Redis, il y a eu un module qui s'appelle Redis Graph, que vous pouvez rajouter à votre base de données. Et là, je vais mettre en place le service qui va faire exactement ce que j'ai fait, mais au lieu d'écrire dans l'index full text, va écrire dans l'index graph. Alors, en réalité, là, j'aurais pu ne prendre que l'index graph, parce que l'index graph inclut le moteur d'indexation full text et je peux faire les mêmes requêtes indirectement.
Mais pour la démo, pour montrer plusieurs services, plusieurs modèles. Alors, je n'ai pas fait d'interface graphique au-dessus du graphe, pas encore. Donc, je vais tricher un petit peu. Je vais aller chercher les requêtes que j'ai déjà effectuées. Alors, le moteur de requête, le moteur d'indexation, c'est propre à Redis. On utilise un projet open source pour ça. Et je ne me souviens plus du nom, vous m'excuserez pour ça. Pour la représentation et l'optimisation en mémoire. Parce qu'en fait, un graphe, il n'est pas distribuable. Donc, il faut qu'il soit le plus petit possible. Mais vous pouvez avoir des dizaines et des dizaines de millions de points et de relations. Évidemment, si vous stockez tous les attributs de tous vos clients alors que vous faites que des jointures sur les adresses, c'est dommage. Il faut optimiser le modèle pour qu'il prenne le moins d'espace en mémoire. Et comme vous êtes dans Redis, retrouver une clé après, c'est immédiat. Donc, si je vais sur la partie graphe, maintenant j'ai des données. Je vais pouvoir utiliser le langage de requête. Et après, côté graphique, je vais pouvoir, pour trouver un acteur donné, donc mon acteur, il s'appelle Chris Pratt, je peux aller chercher tous les films auxquels il a participé. Donc là, il navigue dans le graphe automatiquement. Alors, je peux faire ça par requête. Oui, parce que derrière, c'est une requête. Si je veux retrouver tous les gens qui ont tourné dans un film en particulier, désolé, je me perds un petit peu sur mes fenêtres. Alors, je vais directement aller sur deux choses qui sont intéressantes. Ça va être... Là, on a des objets acteurs et des accès films. Si je veux savoir dans combien de films a tourné tel acteur, je suis obligé de faire cette relation. Notamment, la base graph va servir à ça. C'est-à-dire que si je reviens sur mon graphe ici et que je lance la requête, vous allez avoir, voilà les acteurs triés dans un certain ordre, etc. Et pareil, qui est-ce qui a déjà joué avec Tom Cruise et dans quel film? Donc là, vous allez lire 2 fois la base acteur, plus la base film, et faire cette requête-là. Est-ce que vous reconnaissez la syntaxe de requête? Voilà, c'est ça. Alors, je lance juste la requête parce que je suis un homme et je ne suis pas multithreadé. Ça, c'est pour ma femme, qui me dit tout le temps que je sais faire qu'une seule chose à la fois. Hop. D'ailleurs, j'ai raté. Tu vois, il m'a posé une question, je n'ai pas été capable de faire le copier-coller. Je suis en panique mode, là, j'arrive plus à... Alors, on va fermer ça. On va retourner ici. Et je requête. Donc là, c'est la requête qui va me permettre, je vais rezoomer sur la requête, je recherche Tom Cruise, et j'ai 2 fois la base acteur, ou les nœuds acteurs, et je vais chercher le nombre de films dans lesquels ils ont tourné ensemble par la relation film ici. Donc le langage de requête qu'on utilise ici, c'est un langage qui s'appelle Cypher. Et Cypher, en fait, ça a été créé par Neo4j. Et Neo4j a été créé par Neo4j, et en fait, ils l'ont mis en open source, le langage. Et donc, plutôt qu'inventer alors, autant pour le moteur de recherche et la façon dont on écrivait les syntaxes, on avait besoin de s'adapter ou de créer notre propre chose. Sur la partie graph, naturellement, on a fait du Cypher. Des questions? Alors, il y a une autre partie, donc, ce que j'ai montré ici, donc on a plusieurs modèles. Donc, en termes de modules autour de Redis, là, je vous montre les modules qui ont été développés. Alors, tout est en open source. Redis Graph, Redis Search, tous ces projets-là sont en open source, donc Redis Search, Redis Graph, Redis JSON, donc une base orientée documents, Redis Time Series, je vais vous montrer ça dans une seconde en fonction du temps, Bloom Filter, et AI et Gears. Je vais vous montrer Gears maintenant. Donc une des choses qui est intéressante avec Redis, pour ceux qui ont fait du Redis, on peut s'abonner aux événements des clés. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On est capable de... Quand il y a une clé dans une base de données, on peut dire sur ce namespace, toutes les clés qui commencent par movie 2 points, quand elles sont supprimées, je veux recevoir un événement. Et ça envoie un message
dans le type publish subscribe sur un message qui est du fire on forget, donc il va envoyer un événement sur lequel je peux m'abonner. Ça n'envoie pas sur streams par défaut. Et en fait, l'idée de Redis Gears, c'est de se dire, ben, je vais créer entre guillemets des triggers sur ma base de données et je vais pouvoir rajouter du code à l'intérieur. C'est vraiment rajouter du code au plus près de la donnée. Par exemple, ce qui m'intéresserait moi, c'est dans mon application. Alors je pourrais le faire, vu que j'ai stream, j'aurais pu le faire par stream, etc. Mais là, c'est pour montrer plusieurs façons de travailler avec la base de données. Quand quelqu'un modifie un acteur ou un film, je veux capturer cet événement et envoyer une notification graphique en disant, tiens, quelqu'un envoie, vous êtes sur un CRM, vous êtes en train de faire de la hotline avec un client, votre client le plus chaud est en train d'appeler. Vous voulez recevoir une petite notification, donc ça a changé le statut dans la base de données, ça vous envoie un message. Bah ça, en fait, je l'ai fait avec une technologie, je l'ai fait avec Redis Gears. Je vais vous montrer le code et on va déployer le Gears. Le code, il est très simple. C'est quand je reçois un événement sur cette clé-là, et c'est un stream reader, donc ça va lire le stream. Donc au lieu de réutiliser du programme Java, etc., en 3 lignes, je vais pouvoir le faire. Quand tu reçois un événement, un nouveau message sur ce stream-là, envoie, exécute pour chacun des messages, alors c'est du Python, exécute, publish. Système de notification interne qui est fire on forget, donc il ne stocke rien, envoie sur cette clé-là ce message-là. Donc je vais déployer ça. Et là, je vais rajouter du code dans ma base de données. Donc évidemment, attention, hein, c'est toujours pareil. Quand on rajoute du code dans une base de données, quand on rajoute du code proche des services qui tournent, il faut faire attention aux ressources, il faut faire attention à ne pas écrire un truc où chaque process va prendre 25 minutes. Par contre, si c'est juste pour créer un événement poussé et que le truc va notifier le truc qui va prendre 25 minutes, ça peut être intéressant. Donc j'utilise Redis Insight. Je vais aller dans Gears et je vais créer une nouvelle fonction. Je l'exécute. Et là, en fait, si tout s'est bien passé, j'ai une fonction qui s'est exécutée, qui a lu toutes les clés la première fois, tout le message, parce que par défaut, il va lire tout le stream. Et si je vais dans mon application ici, alors là, je vais le faire, c'est un peu, c'est sur les films, je crois que je l'ai mise. Vous allez regarder en bas à gauche de l'écran, quand je vais modifier mon film, je vais recevoir une notification. Normalement. Alors comme c'est... est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché. Bon. Il faudrait que je regarde. Et j'ai écrit en fait un blog post là-dessus. Bah, je le retrouverai. J'ai écrit en fait, j'ai isolé cet exemple tout simplement pour montrer comment notifier à partir des clés Redis. Il nous reste, c'est fini, je crois. Time series, ça sera pour une autre fois.